je suis complètement terrorisé. Parce qu'il court partout, il court après, en fait, dans les coulisses. Il fait vachement peur, en vrai. Je suis terrorisé, je suis très ému aussi d'avoir la chance, impressionné d'avoir la chance de rencontrer Stephen King ce soir. Stephen King qui a voulu cette rencontre avec nous, avec ses lecteurs, avec ses fans de la première heure, ses lecteurs français. Il est très heureux d'être là, Stephen King, et je crois que nous aussi. Ça paraît extraordinaire, mais c'est la première fois qu'il vient parler de ses livres en France, en Europe même. D'ailleurs, il va falloir qu'il s'explique là-dessus à un moment donné, parce que c'est pas normal, depuis 40 ans, ça va pas se passer comme ça. Il me fait peur, on ne peut pas savoir. Je voudrais quand même remercier les éditions Albin Michel et le Grand Rex de nous accueillir dans ces conditions, c'est quand même énorme. Alors Stephen King, je ne vais pas vous le présenter, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous le connaissez mieux que moi. Vous avez tout lu, je suis sûr, presque tout lu, hein, de Carrie à Dr. Sleep aujourd'hui. Quand on est fan, on ne peut pas s'empêcher de se procurer le dernier livre, on court en librairie et on l'achète. En fait, en préparant cette rencontre, je me suis surtout demandé ce que c'était que d'être un fan. Je me suis posé la question de pourquoi, moi par exemple, j'étais fan de Stephen King. Est-ce que c'est parce que j'admire son travail, sa maîtrise du roman, son art de l'écriture, sa longévité aussi? Est-ce que c'est à cause de ce petit plaisir qu'on a de se faire peur, en fait, de se faire une peur bleue rien qu'en tournant une page? Ou alors, je me suis dit, est-ce que c'est pas tout simplement le premier souvenir de lecture qu'on a d'un roman de Stephen King? Je suis hyper ému, là, de vous en parler. Moi, j'avais 13 ans, et c'est mon grand frère Vincent qui m'a apporté Charlie. Il m'a dit, toi qui lis tout le temps, t'as qu'à lire ça. Je pense qu'il voulait me sadiser, me terroriser. D'ailleurs, ça a complètement marché, parce qu'aujourd'hui encore, quand je vois la couverture du livre, j'ai des cauchemars. C'est 10 ans de psychanalyse, en fait, Stephen King, à chaque fois. Et pourtant, je l'adore, ce livre. Et c'est ça le paradoxe, je crois, de Stephen King. Parce que franchement, on a toutes les raisons de le détester. Je pense que comme vous avez peur des renvois de peur des clowns, en fait. Les clowns, j'ai peur des... Je ne peux pas rentrer dans un champ de blé, dans un champ de maïs. Mon chien, c'est un cocker, et quand il me regarde bizarrement, j'ai l'impression de voir Cujo d'être en cimetière. 10 ans de psychanalyse. Et puis surtout, quand on aime un peu la littérature, quand on lit Stephen King, on n'a pas envie d'écrire, en fait, parce que si c'est pour se taper une fan comme Annie Wells dans Misery, qui vous coupe le pouce en vous susurrant à l'oreille « I'm your number one fan », merci. Et en même temps, Annie Wilkes, je me disais, dans sa folie, c'est quand même un personnage extraordinaire, parce qu'elle dit quelque chose de la littérature. Elle dit, je crois qu'on peut devenir complètement fou avec la littérature, que la littérature, ça peut être toute votre vie. Et surtout, elle dit quelque chose sur nous, lecteurs. Elle nous dit qu'en fait, quand on ouvre un livre, il est à nous, il nous appartient, on s'en fout, l'auteur, il est à nous. Et c'est nous qui choisissons. Ce soir, vous allez avoir la parole pour poser des questions à votre écrivain préféré. Grâce à Xavier Coulbe qui va nous rejoindre, qui va être notre interprète à tous. Le romancier français Maxime Chatham va aussi nous rejoindre pour cuisiner, ça commence. Stephen King qui est son dieu, et puis après on vous donnera le micro. C'est le programme de la soirée. Alors, à l'américaine, non, à la française, je vais vous demander de faire un triomphe, un vrai triomphe, à l'un des plus grands écrivains contemporains, un monstre des lettres américaines, un maître de la littérature tout court, mesdames et messieurs, Stephen King.
Bonsoir StephenKing. Bonsoir. Vous avez pas peur de faire peur à tout le monde comme ça? Je ne parle pas français, mais Augustin. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Fermez les yeux. Fermez les yeux. C'est vous là? Ça m'a un peu fait peur. Mais pas autant que vos livres. Vous faites peur aux gens comme ça dans la rue ou pas? Ça vous arrive? Do I scare people what? Out on the streets? No. Moi aussi, je vais vous faire peur pendant la rencontre. Et qu'est-ce qui vous fait peur d'ailleurs? C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Qu'on doit vous donner tout le temps. Big crowds scare me. It's a little bit tough. And of course, I've been to France before, but never as a public person because as an American, I feel a little stupid only knowing my own language. Oui, je suis en France, mais uniquement à titre privé, parce qu'en tant qu'Américain, je me sens un petit peu bête de ne connaître que ma langue maternelle. My only excuse is that I've been too busy writing in my language. J'ai l'excuse, j'écris en anglais. Il y a des peurs qui sont restées, que vous aviez quand vous étiez petit et que vous avez toujours aujourd'hui. Oh, you know, I think that I'm still a little bit scared of the dark, and I think that that's normal. I think most people are. You're all having a good enough time tonight, right? Comme dit, il a un petit peu peur du noir, parce que la plupart des gens ont un peu peur du noir. But later on, you'll have to go home, and at some point, you'll be alone in the dark. And once that happens, really, I mean, I don't mean to scare you, but at that point, anything could happen. Obviously, you know, in America, the insurance companies say that 5% of any group of more than 1,000 people forget to lock their doors. D'après les compagnies d'assurance américaines, il y a une étude qui montre que dans un groupe d'au moins 1000 personnes, il y a 5% des gens qui ont oublié de fermer la porte de chez eux. And you were so excited to see me, it might be even more. I don't want to scare you, but anyone could have crept in, any maniac could have crept in. While you're here, Un dingue qui est rentré chez vous. and they could be over your bed, Un dingue est sur votre lit. more likely the place where the maniacs go. I think this is just my imagination. I'm sure this will happen. C'est une imagination qui parle, ça va pas du tout se produire, parce que ces fous ont plus tendance The shower, à aller dans la douche. where at some point you will go and take off your Vous clothes. allez prendre une douche, vous allez vous déshabiller avant d'aller dans la douche. Or if you came in a car, I wouldn't want you to look in the rearview mirror. Si vous êtes venu en voiture, vous aurez peut-être une surprise en regardant dans le rétroviseur. So there are a lot of things that scare me, but my idea is pass my fear on to you. Moi j'ai peur de pas mal de choses, mais moi ce qui m'intéresse c'est vous faire peur. Then you're terrified, and I'm happy. Vous êtes terrorisé, et moi je suis Alors, il faut quand même vous expliquer, pour rendre un petit peu des comptes, pourquoi
pourquoi est-ce que vous avez mis si longtemps pour venir à Paris? Parce que là, ça fait un peu moins de 40 ans. Une ou deux explications quand même. Well, as I say, I was embarrassed to only know one language. C'est pas grave. My own. Nobody was getting after me for that. Kind of putting the boot on my ass. So I only know the one language, and I even had someone tonight say to me, because I practiced learning a few things in French, abiento, and things like that. This woman said to me, "We enjoy when Americans try to speak French." And I thought to myself, it made me think of something that Samuel Johnson said about women preachers and dancing dogs. He said, you don't pay to see it done well. You're amazed to see it done at all. So that's part of it. And part of it is just that I didn't know what kind of a reception I would get. But you guys have just been so great to me. Qu'il a prononcé au tout début, ce qui est assez remarquable, tous les Américains ne font pas ça, mais il a fait l'effort. Et il dit, comme dit l'écrivain Samuel Johnson, c'est comme les femmes prêtres et les chiens qui dansent. C'est pas le fait qu'ils le fassent bien leur boulot qui est intéressant, c'est le fait qu'ils le fassent. Pareil pour un Américain, quand il essaye de parler en français, c'est déjà assez remarquable. Je pense que ça mérite encore des applaudissements. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec la France? Est-ce que la culture française vous a inspiré dans votre travail, des livres, des films, de la musique peut-être, puisqu'on sait qu'elle est importante pour votre travail? Well, I'm from the state of Maine, which is, I sometimes say, the southernmost province of Canada. And I grew up next to a city, Lewiston, Auburn, that was solely French-speaking when I was a kid. And if I had grown up there, I could probably speak French and you would recognize one word or two. Je viens de l'État du Maine, et on dit parfois que le Maine c'est la province la plus au sud du Canada. Et j'ai grandi dans un bled qui s'appelle Lewiston, Auburn, qui est donc francophone, qui est presque francophone. Et si j'avais fait l'effort, et si j'avais pu parler français, je parlerai français ce soir, vous reconnaîtriez peut-être un mot sur trois en français. So if you see Fourier, Bissonnette, Neto, any French names, it's because that's where I grew up and those are the people that I grew up with. Les noms français de personnages qui apparaissent dans mes romans, c'est justement en raison de là où j'ai grandi, c'est-à-dire une région francophone ou en partie francophone. In terms of French culture, probably not so much, but in terms of when I went to Lewiston, Auburn as a teenager, what I liked were the clothes, because and particularly the shoes, French shoes for guys. I mean, they know what they're doing, so I love those. And even today, I'm sort of a shoe hoarder. These aren't the best, but I didn't buy them in Paris, that's why. Et s'agissant de la culture française, je ne suis pas très inspiré, je ne suis pas très connaisseur en culture française. Adolescent, quand je me rendais à Lewiston, Auburn, ce qui me frappait, c'était les vêtements des gens. Stephen dit les vêtements français, en fait, c'est plus canadien que français. Particulièrement les chaussures pour hommes. Et ça, vraiment, ça m'a marqué l'esprit. Et moi-même, j'aime bien les chaussures. Celles-ci ne sont pas vraiment formidables, elles ne sont pas vraiment dans un style très français, mais bon, je les meilleurs qu'en France. One thing that I wanted to do, one ambition that I never realized, because I read Zola as a teenager, although I read Zola in translation, was to learn enough French to be able to read French and then maybe someday write a novel in French. J'ai eu cette ambition de pouvoir écrire en français après avoir appris le français, et ce désir m'est venu après avoir lu Zola en anglais évidemment. Et voilà, peut-être que ça se fera un jour, cette écriture de roman
Alors vous avez bien choisi votre moment pour venir en France, puisque vous avez une immense actualité, Stephen King, à la télévision, avec la diffusion de la série Under the Dome, au cinéma, avec la sortie prochaine d'une nouvelle adaptation de Carrie, et au librairie surtout, avec la parution, et c'est la raison pour laquelle on est là chez Albin Michel, de Dr. Sleep, votre dernier roman traduit de l'anglais par Nadine Gassi. Dr. Sleep, qui fait suite à Shining, que vous aviez publié il y a 36 ans. Alors, c'est marrant parce que moi, je ne vous attendais pas du tout là, Stephen King. S'il y a un roman que vous auriez poursuivi, pour moi, ça aurait été celui-là. Which book? Was it Charlie? Because non, peut-être plus Carrie, justement, qui est votre premier roman. Well, it made a great impression on me too. A sequel to Carrie. She died. How can you do Est-ce que ça veut dire que le petit Denis a continué de vous hanter pendant toutes ces années, pendant 36 ans? Yes, Danny. I won't say that Danny has haunted me all these years, but he certainly never left my mind. You know, somebody said that you write the end when you don't know what's going to happen next to the people in the book. But that's been the case with most of mine. I haven't felt the urge to go back because there are other stories to tell. Parfois, il faut écrire la fin d'un bouquin quand on ne sait pas ce qui va advenir des personnages. Moi, je ressens ça pratiquement à chaque fois, mais je me dis qu'il y a quand même d'autres histoires à raconter, donc je passe à autre chose. I don't want to get too far ahead of him because I get excited. I start to talk about all this shit and I get going and all this other stuff. All I'm saying is, Danny Torrance had such an awful childhood. He had the alcoholic, abusive father, and then the ghosts in the Overlook Hotel. And then when he leaves, the last time we see him, he's with his mother, and his mother has been, she's in a back race, and it's just the two of them against the world. So, of course, I wondered what happened. And people would come to autograph things and ask me, whatever happened to that Torrance kid, you know, from The Shining? And so, yeah, I would say it would stay on my mind. Now you. Oui, donc Danny Torrance, il a eu une enfance absolument épouvantable, un père alcoolique. Il a vu des fantômes dans ce fameux hôtel Overlook. Et quand il part à la fin du film, c'est la dernière fois qu'on le voit, sa mère, elle porte un corset. Et ils sont tous les deux face au monde hostile qui les attend. Moi, je ne savais pas du tout ce qu'il allait devenir, ce petit Danny. Et puis, de fil en aiguille, lors de dédicaces, des lecteurs me disent « Qu'est-ce qu'il est devenu, ce gamin ?» Et de fil, ça m'est resté dans l'esprit. Donc, à partir de là, je me suis dit... Can I say one other thing about that? The Shining scared a lot of people when I was a younger writer. And I guess part of it was the challenge of trying to write a sequel to a book where people would come up to me and say, you know, that scared the hell out of me, that book. And it was sort of curious to see if I could write a book that would take people back into that world, not necessarily scare them as badly, because, I mean, when I talk to people about this, most of them will say, well, you know, I read The Shining when I was at summer camp, and I was 14 years old, and it scared the living Jesus out of me. And I said, well, yeah, sure. You were 14, you were easy, because you were a scared virgin for that. So it's easy to scare a 14-year-old, but then 36 years later, you know, it's just like the rubber scorpion at the beginning of our night together. It doesn't scare people as much, but I wanted to do a challenge here. Yeah. Quand j'ai écrit
Shining, ça a fait peur à beaucoup de gens. Et c'était véritablement un défi que de me lancer dans une éventuelle suite. C'est vrai que ça a foutu une trouille bleue à pas mal de gens. Les gens me le disaient. Chez moi, j'étais curieux de savoir si je pouvais projeter les gens à nouveau dans cet univers de Shining, sans nécessairement leur foutre la trouille. Mais ces gens me disaient, vous savez, j'étais en colonie de vacances, c'était l'été, j'avais 14 ans, j'ai lu ce livre et j'ai eu immensément peur. Moi, je dis, mais c'est évident, vous avez 14 ans, c'est une cible de proie on ne peut plus facile, territoire vierge, on peut faire peur aussi facilement qu'on veut. 36 ans plus tard, c'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme le scorpion que je vous ai balancé plus tôt là. Ça fait peur, mais ça fait pas tellement peur en réalité. Donc pour moi, écrire la suite, c'est quand même un grand défi. Alors, est-ce que ça a été un plaisir quand même d'écrire ce livre ou est-ce que ça a été une épreuve L'expérience de la création, on peut la comparer, puisque vous avez écrit Shining il y a 36 ans, et ce texte-là aujourd'hui. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à écrire Stephen King? The short answer is yes. It's as much fun now as it ever was. If it wasn't, I wouldn't do it. But each book has its own attractions. It's the center of the interest for me is in a different place. And for me, I had a wonderful time reconnecting first with Dan, and then putting him in the role of Dick Halloran in the movie. Dick Halloran is the chef at the Overlook Hotel, and he kind of tells Dan what it is that he's got. He calls it the Shining. So that when Amber Stone comes along in Dr. Sleep, Dan is the teacher, so that had a real pleasant circularity to me. But the other thing that I liked about it was the true knot. I don't know how many of you read the book yet, but they're the bad guys in the book, and they drive around in motorhomes, campers, RVs, and, you know, I hate those fucking things. Because they're out there on the road all the time, and you can't pass them, and when you do go by, the windows are all dark, so you don't know what's inside. It could be anything. They could be doing anything to anyone, and they have their own place at the rest areas along the motorways, the turnpikes, and they, you know, when you go into them, the way splits. Over here, cars, over there, campers and RVs, and it just seems to me like if there was ever an evil force that traveled across America, it would be in those worlds. Oui, la réponse c'est que oui, je prends toujours autant de plaisir. Si je ne prenais pas de plaisir, je ne le ferais pas d'ailleurs. Mais chaque livre a ses propres caractéristiques et le centre d'intérêt de chaque livre est différent à chaque fois. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'écriture de la suite, c'est de pouvoir à nouveau lier cette relation avec le personnage de Danny. Il a cette relation avec le cuistot de l'hôtel Overlook, qui nous apprend bien, qui lui explique les pouvoirs qu'il a, et puis on revient à Understone après, et là, Danny est le professeur. Donc ça inverse un peu les rôles. Ça m'a intéressé de travailler le livre dans ce contexte-là, avec cette notion de circularité dans le récit. Vous avez bien entendu lu Neuvré, où les méchants se baladent dans des camping-cars. Je déteste ces saloperies de véhicules, c'est vraiment des engins horribles. Il est impossible de les doubler sur la route. Et c'est vraiment des vitres teintées, on ne sait même pas comment ils sont foutus à l'intérieur, on ne sait même pas ce qu'ils font à l'intérieur de leur bagnole. Et en plus, ils ont leur propre endroit sur les aires de repos, comme vous arrivez sur les aires de repos, sur l'autoroute. Une flèche à côté pour les voitures et une flèche de l'autre côté pour les camping-cars. Bref, si la force du mal existe et si elle se promène sur les routes américaines, à mon avis, c'est dans ces camping-cars. Vous avez parlé d'un duo de personnages qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres. L'enfant et la figure du parent protecteur. Ça m'intéresse. Je me demande pourquoi il y a autant d'enfants dans vos livres. Qu'est-ce que ça dit, l'enfant, pour vous? Well, for me, children are a living symbol of the imagination at work. I'll tell you something about being a writer, or being an actor, or being a singer, or being a playwright.
photographer, any of the creative arts that we enjoy, movies, most of us have to grow up. We have to become adults. And when we become adults, we leave a certain part of us behind. There's a certain imaginative quality that we leave behind. If you ask a child, is Santa Claus real? Child says, oh yes, Santa Claus is real. Well, you say, how does he get down the chimney? Your chimney is very, very small. Cheap. I don't even know the right word, narrow. Well, the child says, he can make himself small. He can shrink himself. So then you say to the child, you don't have a chimney on your house. Well, the child says, he comes in through the air conditioning. These kids do what Augustine and I do, but they do it for free. And they entertain their parents, and they entertain their teachers, and everyone else. I'll finish. Go ahead, Steve. Les enfants sont le symbole vivant de l'imagination. Quand on est écrivain, comédien, chanteur, dramaturge, photographe, on fait du cinéma, c'est en fait on fait des arts, mais la plupart d'entre nous, quand on grandit, on passe à l'âge adulte et on laisse toute cette part de l'imagination de l'enfance derrière nous. Quand on demande à un enfant est-ce que le Père Noël existe, il dit oui, bien sûr. Et on lui dit mais il descend dans cette cheminée très étroite. Elle est étroite, cette cheminée, mais le gamin dit c'est pas grave, le Père Noël il sait se faire petit pour passer dans la cheminée, il sait se faire rétrécir. Et on dit au gamin mais il n'y a pas de cheminée chez toi. Et le gamin dit, et il va passer par la grille de ventilation, c'est pas un problème. Et les gamins ils se livrent cette imagination gratuitement. Un peu comme Augustin, on essaye de vous distraire ici, l'enfant il vous le fait gratuitement. So when we grow up, we leave that behind us, except, and this is why God has blessed me, and He's blessed the actors. My friend here, actually, is going to join us in a little while. Singers, guitar players like Eric Clapton, great names, young people like that. We're allowed to play. Society says we need a few designated children. We've got to leave something. You guys can grow up, but basically you're still going to be in the play yard. So I go out into my office every day and I write, but it's basically play. My wife understands that. But so I'm able to hold on to a little bit of childhood, and I enjoy writing about children because we forget so much of what it is to be a child when we grow up. So I wrote a book called It, which is called Ça, Francais. And I had a chance to talk about my characters as kids, and my kids as grown-ups, and to talk about some of what they lost. And one of the things that they lose is some of their ability to fight the monsters, because it's harder to believe in the monsters. Donc quand on grandit, on laisse une part de l'imagination derrière nous, à quelques exceptions près, bien entendu. Dieu m'a béni, moi, a béni les comédiens, a béni Maxime, a béni Augustin, quelques chanteurs, quelques guitaristes, Eric Clapton, notamment le grand Angus Young, ACDC. Et la société nous dit qu'il faut quand même quelques personnages parmi nous pour distraire les autres, pour jouer. Moi, quand j'écris, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. C'est un jeu pour moi, mon épouse comprend cela fort bien d'ailleurs, c'est très bien. Et en fait, on oublie la part d'enfance qu'on a en nous quand on grandit. Dans mon roman Ça, je décris mes personnages avec cette dualité avec l'enfance et mes enfants en tant qu'adultes avec tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils ont laissé derrière eux de cette enfance, notamment la capacité à se battre contre les monstres. StephenKing, est-ce que vous étiez un fan, vous, quand vous étiez petit? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un fan? Fan de quoi et quel genre de fan? I'm still a fan, and I was a fan as a kid. Ray Bradbury is one of the first people to
fantasy. So there were people like Thomas Hardy, Emile Zola, Theodore Dreiser, a lot of people like that. But I'm still a fan today. I love TV shows like Breaking Bad. Somebody asked me the other day, what movies have scared you in the last 10 or 20 years? And the one that immediately jumped to mind was Blair Witch Project. That movie scared the living hell out of me. I got a DVD screener of it, and the first time I tried to watch it, I had to turn it off. And that's J'ai été quand j'étais gamin, Ray Bradbury, Richard Matheson, le fantastique et réaliste. Je crois que le succès dans l'écriture, ça tient au fait que j'ai réussi peut-être à faire converger le fantastique avec le réaliste. Dans le réaliste, je suis fan de Thomas Hardy, Zola, Theodore Dreiser. À la télévision, Breaking Bad, Sons of Anarchy, c'est des motards extraordinaires. Les romans que j'aime beaucoup sont trop nombreux pour les citer. J'aime beaucoup les films d'horreur, j'y vais de temps en temps. Il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps ici, quelqu'un m'a demandé quel est le film que j'ai vu ces 10 ou 20 dernières années qui m'a vraiment fait très peur. Je peux dire que c'est le projet Blair Witch, ça m'a vraiment foutu de la trouille. J'ai regardé pour la première fois en DVD, j'ai pas pu regarder, j'ai éteint. Voilà. Pour moi, c'est un signe que c'est un très bon film qu'il faut vraiment la trouver. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes qui écrivent StephenKing? Il y a toute cette nouvelle tendance de la fan fiction. Est-ce que vous-même, vous écriviez des fan fiction quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous en pensez? Well, you know, I didn't exactly write fan fiction, but every writer who starts out copies the style of the writers that he admires. So, I wrote a lot of stories in the style of Ray Bradbury, and then I wrote a lot of stories in the style of H.P. Lovecraft. His horror stories, and I loved his style. And I wrote some of the style of Robert E. Howard, who wrote about Conan the Barbarian, played by Arnold in the movie. What was it he said? What makes me happy is to kill my enemies and rape their women. Cries of their life, whatever. It's not the most. Moi, au début, j'écrivais des histoires, des nouvelles dans le style de Ray Bradbury. C'est vrai que quand on est écrivain et constance, on a tendance à copier le style des écrivains qu'on admire. Moi-même, j'avais fait donc, pour Ray Bradbury et H.P. Lovecraft, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de Lovecraft en particulier. Robert E. Howard, Conan le Barbare, imitation faite par Stephen. J'adore, ce que j'aime, c'est tuer mes ennemis. Ah non, c'est il faut traduire l'imitation. J'ai jamais dit qu'il n'est pas très fier de son imitation parce que c'est pathétique. Are you guys arguing? No, you don't have to imitate on it. That would be above and beyond. But I never wrote fan fiction as such. I think that I sort of understand the impulse to write fan fiction. And I wrote a series of books called The Dark Tower. Play Freebird. Anyway, there's been a certain amount of fan fiction based on the Dark Tower books, and I've read some of it, and then I stopped reading it. Non, je n'ai pas vraiment réécrit de fanfiction, mais je comprends les motivations, pourquoi les gens font ça. Il y a pas mal de gens qui ont fait de la fanfiction à propos de la tour sombre. J'en ai lu un petit peu, puis après j'ai arrêté.
Voilà, on a vu les réactions pour la tour sombre, c'est évidemment le cycle préféré de tous les fans. La tour sombre que vous appelez vous-même le Jupiter du système solaire de votre imaginaire ou de votre imagination. Alors, moi je me suis dit, s'il y a un système solaire, ça veut dire qu'il y a un système quand même, StephenKing. Ça veut dire qu'il y a une œuvre totale chez vous. Est-ce que vous pensez, toutes vos œuvres, y compris les œuvres réalistes, comment vous arrivez à relier, à faire des passerelles en fait, entre tous vos livres? Well, I started the Dark Tower as a college student when I was 22 years old. So that's the work that stretched over the entire course of my life, at least up until last year when I did The Wind Through the Keyhole. And I don't think the stories are all told yet. I could go back and tell the stories for a long time. There's stuff that I haven't told that I really ought to. The death of the gunslingers at Jericho Hill is one thing that I keep coming back to and saying, I ought to write that story. But at some point in the course of those books, I thought to myself, these two worlds connect, and there's something that's destroying Roland of Gilead's world. And since I'm the person who's writing these stories, it must be my fault. So at that point, and I think it was around the time that I wrote the third book, I started to incorporate the ideas of the Dark Tower into all the other books. And I knew that eventually I would have some part to play, but I didn't know what that part would be until very late in the cycle. J'ai écrit La Tour sombre, j'ai commencé à écrire à l'âge de 22 ans, j'étais à la fac, et en fait c'est cette écriture-là, c'est ce récit-là qui est le fil conducteur de toute mon œuvre jusqu'à l'année dernière où j'ai écrit La Clé des Vents. J'ai pas encore tout écrit, à mon avis, il faudrait que je revienne un petit peu en arrière, peut-être La mort du pistolero sur la colline de Jéricho, ça c'est un truc qui reste à faire, auquel je devrais m'atteler d'ailleurs. La Tour sombre, c'est un site qui permet pour moi de relier deux mondes, parce que dans le monde de Roland, en réalité, il y a quelque chose qui est détruit, mais je me dis que si c'est le cas, c'est moi qui suis responsable de ça, parce que c'est moi qui écris cette histoire. Je me suis dit ça au moment où j'écrivais le troisième de la série de La Tour sombre, je crois que c'était à ce moment-là, et c'est pourquoi, c'est à ce moment-là que je me suis dit que les idées que j'avais pour la série de La Tour sombre, il fallait que je les transpose dans les autres livres. Je sais qu'un jour, il faudra que je joue un rôle là-dedans, je ne sais pas encore tout à fait lequel, on verra. And one more thing, and that is, I love those books, those Dark Tower books, and I don't think they're the most popular things in my entire oeuvre, but I do love them, and I keep coming back to that story. God knows why, but it really has sort of encompassed my life. So those of you who read those books, thank you. Le plus couronné de succès, mais pourtant, il faut sans arrêt que je me repenche dessus, je ne sais pas pourquoi, je seul sais pourquoi. Merci. Est-ce qu'il y a un livre, StephenKing, que vous avez écrit qui compte particulièrement pour vous, justement, autre que La Tour sombre? Quel est votre livre préféré de StephenKing ou de Richard Bachman, d'ailleurs? Probably The Stand. Since when I had an accident in 1999, I was walking and a guy hit me with his van and put me out of commission for a while. I thought he was going to kill. I thought I had died actually. But of the books that have come after that period, I'm very fond of one called Lisi's Story. It's not the most popular. I didn't. The round of applause for that one wasn't quite as hearty as for The Stand. But I love that book because I'm interested in two subjects other than fear, and that is love and death. And Lisi's Story was about both. And the thing that interests me about love is that it builds its own
secret world. Walls go up around lovers, particularly lovers whose relationship lasts over a great many years, so that they have their own language, they have their own history, they have their own hates, their own references back and forth. And I really wanted to write about that. And so I created a fantasy world where Lacey and her husband Scott go. And the other thing that I like about that is I've been married for going on 43 years now, and I was able to pour all the love that I feel for my own wife into that character. So that was exciting. En 1999, je me suis fait renverser par une camionnette, j'ai bien cru y rester. Et depuis cette époque, je crois que le livre qui me plaît le plus, c'est l'histoire de Lizzie, peut-être pas le plus connu, du reste à l'applaudimètre, il a moins de succès que le fléau, manifestement. Parce que dans ce livre, il y a deux sujets qui m'intéressent particulièrement, en dehors de celui de la peur, c'est l'amour et la mort. Je m'intéresse à l'amour parce que l'amour crée un monde particulier dans lequel s'enveloppent les amants, particulièrement s'ils sont amants amoureux depuis très longtemps, depuis des années. Ils développent leur propre langage, leur histoire, leur haine, leurs références. Et j'ai voulu écrire sur ce sujet-là, c'est pourquoi j'ai écrit l'histoire de Lizzie. J'ai créé pour elle et son mari Scott un monde dans lequel je les projette. Et au cours de ce récit, j'ai également pu écrire à propos de l'amour que j'ai pour ma femme. Nous sommes mariés depuis bientôt 43 ans et j'ai voulu intégrer cet élément-là de ma vie dans le personnage et je veux dire que j'ai pris énormément de plaisir. L'amour, la mort et l'écriture, Stephen King. Ça, c'est un troisième point qui vous hante. Il y a vraiment une figure d'écrivain dans vos livres. Est-ce que vous écrivez aussi sur ce que c'est que d'être un écrivain? Well, Hemingway said, write about what you know. And what I know about, in terms of career, in terms of job, mostly is writing. And I think you have to be careful about that because at the bottom, a writer's day-to-day life is a fairly boring thing. I get up in the morning, I have my breakfast. I usually make my wife's breakfast. I walk the dog, feed the cat. It's all very mundane. And then I go out, I have a little office that I call Woodlands, and it's in the woods, and it's about, I don't know, a football field's length from the house. And I close the door and make the tea, a pot of tea, turn everything on, and sit down. And it's always the case of the last page that I wrote the day before is on top of the manuscript. And I'll read that, and to me it feels a little bit like a plane that's taxiing down the runway and trying to get up speed. And always, I don't know how it is with you, obviously, but for me, when I start, it always feels a little bit cold. It's a little bit like you forgot to put away the fish last night and you've got to smell it to see if it's bad. And then, as I get going, it's like something starts to warm up in my mind, and I usually start to see what I'm writing about. This is crazy. What's the French? Fou? I have these fantasies, and people go to psychiatrists and pay them to tell all these crazy fantasies, and I go out to Woodlands and write them down, and people pay me. This is a great racket. Hemingway a dit qu'il faut écrire uniquement à propos des choses que l'on connaît. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, du point de vue d'une carrière, ce que je connais le mieux, c'est l'écriture, mais il faut quand même être très méfiant parce que le quotidien d'un écrivain, c'est particulièrement ennuyeux. Je vais vous expliquer ma journée typique. Je me lève, je prépare le petit déjeuner. Généralement, je prépare le petit déjeuner pour mon épouse. Je promène le chien, je donne à manger au chat. Assez ordinaire comme tâche matinale. Puis, je ferme la porte de la maison et je vais à mon bureau qui est à une centaine de mètres de la maison et que j'appelle Woodlands. Là, je ferme la porte, je prépare du thé, j'allume la lumière, l'ordinateur, ainsi de suite. Je m'assois
Et là, je vois la dernière page que j'ai écrite la veille. Elle est sur le haut de la pile du manuscrit. Et là, j'ai l'impression d'un avion qui se balade sur les pistes et qui va bientôt peut-être prendre de la vitesse pour décoller. Je lis cette page et généralement je me sens un petit peu, je me sens même pour vous Augustin, j'ai un petit peu froid, c'est du mal à démarrer, un petit peu comme quand on sent du poisson et on se demande s'il est frais. Je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là. Puis ça commence à chauffer, ça chauffe dans mon esprit. Et généralement, en couchant les mots sur le papier, je vois l'histoire se développer sous mes yeux. Alors c'est formidable parce que moi j'ai des idées, j'ai des fantasmes. La plupart des gens qui ont des fantasmes vont chez le psy pour parler de ça et me payent le psy. Moi, je vais à Woodlands, j'écris et c'est les autres qui me payent pour que je mette mes fantasmes sur le papier. C'est formidable. Moi, je ne pas à cause de vous, d'ailleurs, j'ai déjà dit auparavant, c'est bien trop effrayant. Mais il y a quelqu'un qui écrit et qui est en coulisses, qui va nous rejoindre, c'est un romancier, un auteur français, qui vous admire beaucoup, un auteur populaire, dans le meilleur sens du terme, mais aussi, qui est publié dans la même maison d'édition que vous en France, chez Albin Michel. Il va nous rejoindre pour vous poser des questions d'écrivain, justement sur le quotidien de l'écrivain. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Maxime Chaka. Je suis un peu comme un gamin le matin de Noël qui se lève pour aller voir ses cadeaux, sauf que c'est le Père Noël qui me les ouvre devant moi. Peut-être le croque-mitaine d'ailleurs. Well, have you been good? Alors, tell me. Moi, je suis romancier. Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King. J'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus. Et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur. Donc merci à vous d'avoir écrit des livres, vous avez fait de moi l'homme que je suis, le romancier en tout cas. Pour commencer, vous savez, les romanciers, surtout qui écrivent des histoires aussi noires que les vôtres, suscitent beaucoup de fantasmes dans la tête des gens. Moi, je me pose des questions sur l'homme que vous êtes et surtout le romancier. Quand vous venez de parler de vos rituels d'écriture, quand vous sortez de votre bureau de Woodland, est-ce qu'il vous faut du temps pour revenir dans la réalité ou est-ce que midi, ça y est, vous êtes tranquille, vous retournez voir votre femme et la vie redevient normale pour vous? By the time that I walk between the little studio and the house, I'm back to normal. Yeah, you know, it's probably the same with you. If anyone saw what we do, if someone filmed it for 3 hours, you turn the TV off because you get so fucking bored. But what's going on inside our heads is very, very exciting. But for me, it's almost like a hypnotic trance. When I go out, I have certain things. You know how the hypnotist makes passes over your, you know, to re-induce a trance. So I feel a little bit like when I go out and I make the tea and I square up the pages and I have this certain little routine that I follow, that I'm putting myself under for that period of time. And then when it's over, when I come to the end, and sometimes it's hard to stop. If I get to a part that I like, it's hard to quit. But by the time I stand up and turn the machine off, it's like when the hypnotist goes, wake up. And I'm back to normal, and then I go back, and my wife says, go to the store, get the bread, take out the trash, and then you can watch, you know, down your iTunes, your damn Sons of Anarchy show. Is that like that with you? Okay. All right, sorry. Xavier. Donc je quitte, on continue la journée type, je quitte l'atelier Woodlands et je parcours encore une centaine de mètres pour rentrer à la maison et le temps qu'il faut pour arriver à la maison fait de moi un homme redevenu normal, je replonge dans la réalité et je pense que si quelqu'un nous filmait, vous Maxime et moi, en train d'écrire, ce serait le film le plus emmerdant du monde parce
Parce que autant les choses peuvent être exaltantes dans la tête, autant à regarder, c'est pas très intéressant. C'est une espèce de transe hypnotique. Donc j'ai cette petite routine, je fais monter, je regarde les pages, et ainsi de suite. Je me mets en condition pendant tout le temps lors duquel je vais écrire. Et puis, à un moment donné, je m'arrête. C'est pas toujours évident de s'arrêter d'écrire, particulièrement lorsqu'on arrive à un passage palpitant. Bref, je me lève, et à ce moment-là, c'est un petit peu comme lorsque la personne qui vous hypnotise vous réveille en claquant des doigts. Comme ça s'arrête. Là, je rentre chez moi, et là, mon épouse arrive à ma rencontre, et elle me dit, t'as acheté du pain, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles faire les courses, il faut que tu sortes la poubelle. Bon, je fais ce genre de choses, et puis aussi, je vais sur iTunes pour télécharger Sons of Anarchy. Let me say one other thing, Maxime. The process is mystery to me. Une dernière chose, le processus est un mystère. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Maxime? Pour la partie sur la femme, oui. Je suis sûr qu'on est très nombreux ici à se demander à quoi ressemble le bureau de Stephen King. Est-ce qu'il y a plein d'objets étranges partout? Ou est-ce qu'au contraire c'est un lieu très épuré? Est-ce que vous pouvez écrire ailleurs que dans votre bureau? Well, going back to the difference between working, you know, and that euphoria, and then going into the life, it always makes me think of, there's a part in the play, Raisin in the Sun, where the soliloquy goes, men say, I want to fly. Women say, eat your eggs. So there has to be a balance between reality and, I'll tell you what, when it comes to my office, I used to have a stuffed Godzilla, which was a little bit scary, but I gave it to my granddaughter, and she loves it. She lugged it around. It was bigger than she was. I have some posters. I have a couple of pictures of my family in my office. And I have books everywhere. I wrote a book called On Writing. And in that I said, buddy, if you don't have time to read, you don't have the ability to write, because you have to practice both ends of that craft. So I think of my office mostly as a staging area. There's not a lot going on there because most of it's going on inside my head. But as I say, I don't understand the process. Oui, on va parler de la différence entre le travail et l'aspect euphorie, exaltation dans une pièce, Raisin in the Sun, donc l'homme qui dit l'homme veut voler et la femme, elle, dit mange des œufs. Donc en fait, c'est une histoire d'équilibre entre la réalité quotidienne et l'exaltation, l'euphorie que l'on vit dans sa tête. S'agissant des objets que j'ai dans mon bureau, j'ai un Godzilla empaillé, que j'ai donné à ma petite fille, qu'elle adore d'ailleurs, elle adore ça, c'est un personnage qui est plus grand qu'elle, je trouve ça génial. Il y a un certain nombre de posters, des affiches, des photos de ma famille, et des livres, de plus savoir quoi en faire. J'ai écrit un livre, On Writing, sur l'écriture peut-être. Et dedans, j'explique que si on n'a pas le temps de lire, on n'aura jamais la capacité d'écrire. Et mon bureau, en fait, est un endroit de préparation, en quelque sorte. Mais le processus, c'est un processus qui se déroule dans ma tête. Et encore une fois, ce processus, pour moi, reste un mystère. They always ask us, where do you get your ideas? But I'd like to ask you, because the process is a mystery, when do you get your ideas? What bring your ideas on? On nous demande sans arrêt à nous écrivains, où allez-vous chercher ces idées? Et moi, je voudrais vous poser une question, Maxime, quand est-ce que ces idées vous viennent? À quel moment? À tout moment, surtout dans les moments où on les attend le moins, finalement. Juste une petite question sur les livres que vous avez écrits. Quelle a été la scène la plus difficile à écrire et pourquoi? The most difficult scene to write, and why? Well, I'll tell you, I think maybe in some ways the most difficult scene was in The Shining. There's a scene where Danny Torrance, this is the original version of the book, there's a scene where Danny Torrance decides he's going to go into this room that he's not supposed to go into.
And to me, it brought back memories of the story of Bluebeard. And in fact, Bluebeard is name-checked in that book. The idea that there's one room that you're not supposed to go into. So that's the room you want to go into. Because we're cursed with curiosity. So Danny goes there, and I knew what he was going to find. That there was going to be a dead woman in the tub. And she was going to come out of the tub and chase him across the room and try to choke him. And I could see it in my mind. I knew exactly what she looked like. I'm getting a little goose flesh now. Just talking about it. It'll be worse tonight in the dark, believe me. But about 3 days before that scene, I started to think I am going to write that scene in 3 days. And then I would think it's 2 days until the woman in the tub. And then it was 1 day, and then it was like, today, he's going to see that dead woman in the tub, and she's going to open her eyes, okay? And my heart was going like this, and I wrote the scene, and it was clear, and I thought that it was powerful, but at the same time, it was difficult to write. And I realized afterwards that that scene owed a lot to a film called Diabolique by Diabolique. The director is Clouseau, Wages of Fear, too. Donc la scène la plus difficile à écrire, vraisemblablement dans Shining, Danny Torrance décide finalement qu'il faut qu'il aille dans une chambre où il n'est pas censé aller. Et moi ça m'a rappelé Barbe Bleue, cette affaire-là. Le fait d'être attiré vers quelque chose qui est interdit, on n'est pas censé aller, et c'est évidemment l'endroit qui vous attire le plus. Nous sommes des êtres curieux, et ainsi fait, même si c'est dangereux. Et moi, je savais ce que Danny allait voir dans cette chambre. Je savais que Danny allait y rencontrer une femme morte dans une baignoire. Je savais qu'elle allait se lever, sortir de la baignoire, le poursuivre et essayer de l'étrangler. Je voyais tout ça, rien qu'en parlant, j'en ai la chair de poule. C'est pire dans le noir, d'ailleurs, tout à l'heure, vous verrez. Et je savais cela à l'avance. Et 3 jours, et je me suis dit, tiens, dans 3 jours, il va falloir que j'écrive cette scène. C'était programmé comme ça. Puis après, dans 2 jours, il va falloir que j'écrive cette scène. Et puis j'arrive à la veille de l'écriture de cette scène, et au jour même, évidemment. Et je savais que Danny allait donc voir cette femme dans la baignoire. Elle allait ouvrir les yeux. Bon, j'avais le cœur qui battait très vite et très fort. Je me suis mis à écrire la scène, j'ai fait ça d'un jet, c'était très clair dans mon esprit, et puis après, à l'avoir écrit, je me suis rendu compte que cette scène, l'idée, en fait, je la devais au film Les Diaboliques de Clouseau. I also wrote a book called 11/22/63 about the Kennedy assassination. And it was very difficult. There's a scene in that book where a young woman dies, and that was a difficult scene. So sometimes it can Il y a une autre scène qui me vient à l'esprit, c'est dans 22/11/63, sur l'assassinat de Kennedy. Il y a une scène où une jeune femme meurt. Ça n'a pas été très facile à écrire pour moi. Stephen King, est-ce que vous fixez des limites quand vous écrivez? Est-ce que parfois il y a des sujets sur lesquels vous dites je ne peux pas aller dans cette direction, ou je ne veux pas y aller? No. I think that I would probably go anywhere in search of a good story, and trust my own innate sense of morality and decency, not to do something so outrageous that people would not be able to read the story. I want people to read what I write, but I also want people to feel that I won't stop, that there's no place that I won't go. I think that to some degree, that it's good if the audience thinks that they're in the hands of an authentic crazy person. Because then that way almost anything could happen. And that's good, that's good. I don't want you to be comfortable. Non, il n'y a pas de liberté. N'importe quel sujet, à condition que ça
sens inné de ce qui doit être moral. Je ne veux pas choquer au point que les gens n'aient pas envie de lire ce que j'écris, parce que je veux que les gens lisent ce que j'écris, mais en même temps, je veux que le lecteur sente que dans mon esprit, il n'y a pas de limite, que je pourrais emmener le lecteur à peu près n'importe où. Et c'est bien si le public se rend compte qu'il est entre les mains d'une personne réellement folle, d'un auteur complètement fou. Ça me plaît. N'importe quoi peut survenir. C'est exactement ce à quoi je m'arrive. Cette semaine, vous avez dit qu'il vous restait peut-être 10-12 ans d'écriture devant vous. Est-ce que vous avez déjà en tête le dernier roman que vous écrivez? Est-ce que vous avez déjà prévu comment est-ce que vous alliez quitter la scène de la littérature, ou est-ce que vous laissez aller les choses? No, I'll continue to write until God shuts me up. C'est Dieu qui des micros vont circuler dans la salle. Alors pour qu'il y ait plus d'interaction possible, que la parole circule, je vais vous demander de poser une question à chaque fois et surtout la plus concise possible. Et si vous le pouvez, alors je crois qu'il y a les gens qui... Il va y avoir des hôtesses qui vont aller avec le micro. Avec Monsieur Lebrun, juste là. Mademoiselle. Monsieur, vous êtes, je crois, vous pouvez vous présenter parce que je crois que vous n'avez rien, monsieur. Vous m'entendez ou pas? On vous entend très bien. J'ai un site, en fait, le club StephenKing, You rock! You rock! Question in French or English? En français, s'il vous plaît. Ma question, vous avez écrit en collaboration avec différents auteurs, notamment Peter Straub pour Talisman, Territoire, ou encore Joey like Fletcher in the Tall Grass, ainsi que Stewart O'Connor. Qu'est-ce que ça change dans le processus créatif? Qu'est-ce qui vous attire là-dessus? Et enfin, est-ce qu'il y a un auteur contemporain, vivant ou mort, qui vous intéresserait de collaborer avec? Well, yes, I have collaborated first with Peter Straub and then with my son, Joe Hill, who writes. I'll record that applause and send it home to you. But I've also collaborated with John Mellencamp on a play called Ghost Brothers of Darkland County. That was an interesting process because it was a musical, and when John came to me, he said, I don't know what the hell I'm doing, and you don't know what the hell you're doing, so let's do it and have some fun. All three of those gentlemen are extremely talented, and I work differently with all three of them, and I was able to more or less mold my style to theirs. Peter was comfortable working from an outline, so we cobbled together a fairly detailed outline of a book called The Talisman, and then we sat down and we wrote it, and that was the very early days of the web, and we sent them back and forth by telephone dial-up. I'm showing my age here, I know, but we sent them back and forth that way, and we built the book that way. With Joe, our styles are almost interchangeable, and we kept it loose. His idea was, you better translate that. Can I go ahead? All right. There was a book called He Is Legend that somebody was planning, which was supposed to take the stories of Richard Matheson and build on them from the original concepts. And Matheson wrote a story called Duel, which was made into a film by Steven Spielberg very early in his career. And Joe proposed we write a story where instead of the truck chasing a lone man, the
truck would be chasing a motorcycle gang. And that story was published in the book He is Legend, and then Joe came back to me and suggested we write another one called In the Tall Grass, and he had kind of an idea for that, and we built it from there. J'ai collaboré avec Peter Straub et puis par la suite mon fils Joe Hill, et puis j'ai également collaboré avec John Mellencamp qui avait eu l'idée d'une comédie musicale, et il est venu me voir en me disant j'ai aucune idée de ce que je fais, mais toi non plus, donc allons-y, on va s'éclater. Et je peux dire qu'avec ces trois hommes, ils étaient tout aussi talentueux les uns que les autres, mais le processus de création était différent à chaque fois. Mais c'est moi qui me suis un petit peu mis à leur place, c'est moi qui me suis adapté à leur façon de travailler. Avec Peter Straub, lui, c'est quelqu'un qui aime bien travailler à partir d'un plan. Il fait un plan, on travaille tous les deux dessus, puis on écrit et ça devient le talisman. C'était les débuts de l'Internet. Je vous montre un petit peu mon âge. Steven, on avait des systèmes de modèles, on s'envoyait des messages comme ça, et c'est comme ça qu'on a créé ce livre. Avec Joe Hill, nos styles sont pratiquement interchangeables. Donc le processus est différent. À l'époque, il y avait un livre qui s'appelait He is Legend, inspiré des travaux de Mathison qui est l'auteur de Duel, dont Steven Spielberg a fait un film. Et mon fils Joe Hill a dit plutôt que d'avoir un camion qui est à la poursuite d'un type isolé dans une voiture, on va imaginer que le camion poursuit un gang de motards. Ça a été publié comme ça, puis intégré dans He is Legend, et ça s'appelle In the Tall Grass. Deuxième question, tout en haut peut-être, au deuxième panel. Alors je ne vois personne, mais je sais qu'il y a les hôtesses qui vont vous passer le micro. Hello? Oui, Mrs. StephenKing, it's a real honor for us, for me. I am a je suis un grand fan, mais également un fan de cinéma. Donc ma question portera là-dessus. Donc quelles sont vos relations avec le cinéma, avec les producteurs, les réalisateurs? Well, I've had different relations with different, not sexual relations. I admit, there were times when I have felt fucked, I can tell you. But mostly, my relationship with directors, unless I'm involved on the level of doing the screenplay, I don't. With me as well, so I'm apt to put that into their hands and let it go. There are directors that I feel very confident about when that happens. Frank Darabont, who did The Green Mile, and the Shawshank Redemption, he's a personal friend, and I feel very good about Rob Reiner, who did Stand By Me, and Misery. So those are people that I feel very good about. But with a project like The Shining, the Kubrick film, Stanley Kubrick wanted to do his own screenplay. He had a woman that he collaborated with named Diane Johnson, and they went off and made their film, and I wish them well, and that has been the case with a number of other films, too many to go into. Let me say that I could do without another Children of the Corn movie. There have been 7 or 8 Children of the Corn films, and I could do without any more of those, although I think it would be interesting to see Chucky battle the Children of the Corn. Or possibly Freddy Krueger versus Children of the Corn. So that the whole thing has gotten a little bit ridiculous. But I enjoy the movies, and I always enjoy what people do. Oui, j'ai eu des genres de relations avec, pas sexuelles avec différents réalisateurs, bien que, je dis pas sexuelles, quand il s'agit de cinéma, de temps en temps j'ai bien l'impression qu'on me baise, mais bon. J'aime bien travailler au cinéma, mais il faut pouvoir avoir un certain regard ou peut-être un certain rôle créatif dans l'écriture du scénario. Et avec certains réalisateurs, j'ai pleinement confiance, je leur dis allez-y.
Je les laisse faire, ils ont une équipe de gens professionnels et ainsi de suite, et ils n'ont pas besoin de moi dans les pattes pour bien faire leur boulot. Franck Dorbeau, ligne verte, impeccable, c'est un ami. Rob Reiner, qui a fait Stand By Me, puis Misery, impeccable. Je suis ravi de faire confiance à des gens comme ça. Par la suite, Shining, Stanley Kubrick a lui-même voulu faire le scénario. Il a collaboré avec Diane Johnson sur ce scénario. Je leur ai souhaité bonne chance. Voilà, il y a d'autres films où j'ai eu la même attitude avec les réalisateurs, ils sont trop nombreux pour être cités. Un exemple, Les Enfants du Maïs, on l'a vu, on en a revu, personnellement j'en ai assez vu, ça va, merci. Éventuellement, ce qui serait intéressant, c'est Chucky contre Les Enfants du Maïs, ou contre Les Enfants du Maïs. Il y avait tellement que ça devient ridicule. Bon. Voilà, mais j'aime bien pouvoir faire confiance aux réalisateurs, il y en a qui font des choses vraiment très bien. Before we leave the subject, I just want to say this is the most beautiful theater I've ever been in. Cette salle est la plus formidable. Peut-être ici, je t'ai tiré un micro. C'est-à-dire que moi je ne peux pas passer le micro. Bonsoir, monsieur King. Bonsoir, monsieur. He's just behind the camera. Il est juste là. Ah, Pierre. Hi, Je m'appelle Laurent. I'm speaking to. Je m'appelle Laurent. I'm asking you this question on behalf of my daughter. Donc, Attendez, alors là on a deux questions. Alors c'est là où j'étais bien. Et je dis non. Alors juste, monsieur et après, madame. Je sais qu'elle est un peu par là, je crois. merci Augustin. Merci. Je vous en prie. J'ai été l'un des tout premiers en France à publier une thèse de doctorat sur vous. Ah. Dans les années 90, je suis considéré comme l'un des plus grands chercheurs français sur vous. Je suis professeur d'université. J'ai enfin réussi à publier un livre vous concernant. Vous allez faire votre pub sur votre livre? Non, c'est tout simplement, je pense avoir les réponses aux questions que j'ai envie de poser, même si j'ai envie de la poser sur cimetière. La thèse concerne les cimetières. Une question. C'est pour les semaines de ce jour. Je voudrais simplement lui offrir ce livre avec une dédicace qui pourrait le rendre très Allez, une question de l'anglais à côté. Je crois qu'on va écouter. You know, I would love to sign a book, but what I'm afraid of is that it will be like bleeding in a shark tank. That once I start, I'll never be able to stop. But just this once. Alors, pendant que je suis Maybe not. Une autre question. Oh yes, this is. I will sign this book because this is the gentleman's PhD thesis. Alors, madame. Well, me too. Bonjour. My name is Lou and I'm 16 years En old. français, s'il vous plaît. Je m'appelle Lou et j'ai 16 ans. Merci beaucoup d'être venu en France déjà parce que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Merci. Alors ma question, ça concerne en fait vos personnages dans vos livres. Vous avez écrit énormément de personnages, des personnages fantastiques comme des personnages avec une personnalité horrible. Donc ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous ressentez de l'amour, de l'affection pour chacun de vos personnages, ou est-ce qu'au contraire, il y en a que vous détestez ou vous aimez moins que les autres? I don't think that I hate even the bad ones because I have to inhabit them for a while and I try to see their side of the story. There are a number of characters that are pretty, well, maybe one exception. I never really understood Randall Flagg. Flagg was one of the hardest. To me, he was always sort of a black hole. He never seemed like a human being, but more like a demigod. But a lot of the other bad characters in the books, I probably should be ashamed to say this, but
I even sort of got to like Annie Wilkes after a while. She was a brat, but I just kind of saw her side of it for a while. She just wanted this guy to write a book that she really liked. And so I think that we're all the heroes and heroines of our own lives. And so to play fair with characters, I think that I have to try to love them all in the middle. Bon, je ne peux pas dire que j'ai quelques personnages que je déteste dans tous ceux que j'ai créés, parce que de toute façon, il faut que je vive avec eux pendant un petit moment, quand même. Il faut que je me mette dans leur peau, il faut que je vois le monde à travers leurs yeux, donc je ne peux pas les détester, c'est impossible, ils sont très nombreux. Il y a une exception peut-être, c'est Randall Flagg, personnage que je n'ai jamais vraiment compris moi-même, demi-dieu, des murs, je ne sais pas très bien. Et il y a un autre personnage que j'aime, mais j'ai honte de l'aimer, c'est Annie Wilkes. Franchement, c'est un personnage un petit peu détestable, mal élevé, gâté, qui est capricieuse, qui veut que l'autre personnage lui écrive un livre qu'elle puisse vraiment aimer. Bon, ça, elle n'est pas tout à fait détestable. À vrai dire, nous sommes tous les héros et les héroïnes de notre propre vie, et tous mes personnages, au fond de moi-même, je les aime. Actually, do you like the bad guys? Forcément, je les aime plus que les bons, puisque c'est avec les méchants qu'on peut raconter les choses les plus horribles. You're a sick puppy. Alors, une autre question, tout en haut peut-être. Alors, comme je reviens, pour la fois, je fais confiance aux hôtesses. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à propos de votre technique d'écriture. Je voulais savoir, il y a beaucoup de théoriciens sur les techniques d'écriture, notamment utilisées par les scénaristes à Hollywood, comme John Truby, etc. Je voulais savoir si vous aviez une technique que vous utilisez. Est-ce que vous avez inventé la vôtre, ou alors est-ce que vous marchez complètement à l'inspiration? Well, I think that you do, I don't know, technique, whether that word is interchangeable with style, but I think that writers develop a style of their own as time goes by. Most of us learn, and we copy what we see, what we read, and that's true in terms of the way that we learn to speak. We learn from our friends and from our families. And for writers, young writers, you begin by copying your elders, and then little by little, you develop your own style. In terms of technique, I don't even understand what the word means. I'm not much of a craftsman in the sense that I don't pre-build things. I don't have any plan that I work from. I think that style should always be in the service of story, rather than story being in the service of style. But beyond that, I don't have much in the way of literary theories. You know, I'm like the guy who says, I don't know much about art, but I know what I like. Oui, technique, style, peut-être que ce sont deux termes synonymes. Je crois qu'on développe son style au fil du temps, et tous les écrivains apprennent en écrivant et en lisant aussi. On apprend à parler au contact d'autres personnes, de ses amis, de son entourage. Je crois que les écrivains qui se lancent ont tendance à copier les auteurs qu'ils apprécient et qui les ont précédés. S'agissant de technique, je ne comprends pas tout à fait le sens du terme, à vrai dire, je suis mal placé pour en parler. En tout cas, je ne suis pas un artisan, je ne suis pas quelqu'un qui fabrique une structure figée à partir de laquelle ou dans laquelle on écrit. Je ne travaille pas à partir de plans. Une chose dont je suis sûr, en revanche, c'est que le style doit servir le récit et ça ne doit pas être dans le sens contraire. Je ne suis pas un grand théoricien de l'écriture, je fais partie des gens qui, s'ils apprécient l'art, c'est pour la beauté de l'art, sans nécessairement connaître les techniques de l'art. Une autre question devant. Voilà, monsieur. So you guys having fun out there? Ça se passe bien? Bonjour, bonsoir, monsieur King. Je m'appelle Léo, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en Hippocane, en classe préparatoire littéraire. Très enchanté aussi.
Et je suis aussi très cinéphile. Et donc pour revenir à la question du cinéma, je voudrais savoir s'il y a également des films qui vous ont inspiré dans votre écriture. Yeah, I think one movie that inspired me very much was The Good, the Bad, the Ugly, directed by Sergio Leone. And I saw that in a nearly deserted theater. It wasn't as grand as the Grand Rex, but it was fairly grand. And to be in there alone and see Leone's vision on the screen sent me back thinking about the West and thinking about ways that I could create my own mythic West. So that would be one thing that influenced me. I think I mentioned Diabolique by Clouseau, which was an important film for me. Bambi was one. Bambi was the first movie that I ever saw. And my mother took me to see it. And I remember falling in love with the theater from the first. You know, I liked the electric flambeau on the walls and the whole idea of being in the dark with other people. And the lights went down and the animated picture came on. Hey, listen, Walt Disney has scared more people than I ever did. I understand that the new version of Carrie is going to open soon, and that's an R-rated picture, and you go in and see a Walt Disney picture, it's rated G, and it scares the shit out of 3-year-olds. And what got me about Bambi was where the gun goes off, and you can almost smell the gunpowder, and Bambi says, "Mama, what happened?" And the mother says, "Bambi, man has been in the forest." Oh, we're the monsters. So, dans une salle de cinéma pratiquement vide, pratiquement aussi grande que le Grand Rex, mais vide. Donc c'est là que j'ai vu Sergio Leone pour la première fois à l'écran, avec sa peinture qu'il fait de l'Ouest. Et ça m'a donné l'idée à moi de créer mon propre Ouest mythique. J'ai cité Les Diaboliques de Clouseau, très important pour moi, et Bambi, le premier film que j'ai jamais vu au cinéma. Ma mère m'a emmené, je suis tombé amoureux de la salle de cinéma, des cordons de lumière au mur, on était dans le noir avec d'autres gens, et puis ce dessin animé qui arrive à l'écran. Et sachez que Walt Disney a fait peur à plus de gens que moi. Et je sais que Carrie va bientôt sortir, interdit aux moins de 16 ans, rated R, l'équivalent de moins de 16 ans. Walt Disney, lui, il a fait peur aux enfants, il faut des trucs bleus à des enfants de 3 ans. C'est quand même quelque chose. J'ai vu ce film, j'étais mort de trouille, on sentait pratiquement la poudre quand il y a le coup de feu. Bambi demande à sa maman, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, Bambi, il y a un homme dans la forêt, des hommes dans la forêt, ce qui montre que les monstres, en fait, c'est nous. Une question tout en haut. Alors par là, mais c'est là que je ne vois rien, donc je vous fais vraiment confiance. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci. Alors, bonsoir. Donc ma question va porter sur un sujet qui m'intéresse, moi ça va être la bande dessinée. Dernièrement, j'ai lu Lock and Key qui a été écrit par votre fils. Et justement, je trouve ça vraiment excellent, tout le travail qu'il a fait autour de cet univers. Et ma question était, est-ce que vous avez déjà eu le projet ou vous avez un projet futur de scénariser une bande dessinée? Yeah,
Yes, that's been on my mind for a long time, the idea of actually writing an original graphic novel. Thank you. But don't clap because I don't know if I can do it yet. J'ai toujours ce projet de l'écriture d'une bande dessinée. N'applaudissez pas encore, je ne sais pas si j'en suis capable. I worked with a comic writer named Scott Snyder on a book called American Vampire. That was my first foray into graphic novel. And what I learned, you know, the same way that I learned when I did Maximum Overdrive, which is not a terrific movie, it's the only movie I've ever directed. Maybe there's a reason for that. But what I learned, thanks. There's somebody with really bad taste. But you learn by doing. You'd all agree to that. So that I worked on American Vampire with Scott, and I started to see what could be done. And then I watched my son, Joe Hill, work on his graphic novel, Lock and Key. And I learned some more from that. And I said, Joe, where did you learn? And he said the best graphic novel scripter that he knew was Neil Gaiman. So, the Sandman is one of those. So I'm reading those things, and yes, I do have a little bit of an idea. It's not complete yet. It's, for me, a really good idea is you've got to have two halves of a whole, and right now I just have half. So I'm waiting for the other half to come along, and then I'll try. Oui, toujours ce projet. Donc, j'ai déjà travaillé, collaboré avec Scott Snyder, l'auteur de American Vampire. On apprend les choses en les faisant. Donc, j'ai eu l'apprentissage de la réalisation de films avec Maximum Overdrive, l'apprentissage de ce qui pouvait être possible en bande dessinée avec Scott Snyder. J'ai vu mon fils Joe Hill travailler sur son livre Lock and Key, et je lui ai dit, mais toi, où as-tu appris à faire du roman graphique, de la bande dessinée? Il m'a dit auprès de Neil Gaiman, auteur de Sandman. Là, donc j'ai ce projet de création d'une bande dessinée. C'est une idée qui n'est pas encore tout à fait ficelée. Il faut 2 moitiés pour se lancer. Là, j'en suis qu'à la moitié. J'attends que la seconde moitié m'arrive pour me lancer. Une dernière question, mademoiselle. Avant que Stephen King nous lise les 2 premières pages de Dr. Sleep en anglais. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'avais une question par rapport au niveau du cinéma. On a parlé justement tout à l'heure des belles adaptations comme La Ligne Verte, Misery, et justement au sujet de Kathy Bates, que j'adore. Est-ce que par exemple une actrice comme elle qui sublime le film vous inspirez à un personnage en vue d'une adaptation? Do you mean Kathy Bates? Yes. The Annie Wilkes character? Well, I got to know Kathy during the making of that picture, and she's a wonderful woman and a terrific actress. And she was actually, the screenplay for Misery was written by William Goldman, and he knew about Kathy Bates from a Broadway play called Night Mother. And he wanted her, and he battled to get her. And when I saw her screen test, I thought that she was just the thing. Now, many of you might not know this, but Kathy did a cameo in the miniseries The Stand, and it's one of her best bits. She played a DJ, a chain-smoking DJ who takes phone calls and is telling the truth about the superflu until the army bursts in and kills her. So she worked again, and I'd love to work with her again. She's terrific, but right now she's doing a program, a television program called American Horror Story. It's the 3rd season, and it's called American Horror Story, The Coven, and it's really good, so yeah, I don't care. J'ai rencontré Kathy Bates, une femme formidable, extraordinaire comédienne. C'est William Goldman qui l'a fait travailler à l'époque. Elle jouait dans une pièce à Broadway qui s'appelait Night Mother, et lors du casting auquel j'ai assisté, elle a fait un peu d'essai, et moi j'ai dit, mais c'est elle, c'est évident que c'est elle qui doit jouer le rôle d'Annie Wilkes dans Misery. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'elle a une petite apparition dans Le Fléau, qui était une petite apparition
Elle joue le rôle d'une DJ qui fume comme un pompier, et puis ensuite, vous connaissez sans doute l'histoire, et ça me dit que j'aimerais bien retravailler avec elle tout ça. À l'heure actuelle, elle travaille dans le cadre d'un programme télé qui s'appelle American Horror Story. On est à la saison 3 aux États-Unis, et c'est vraiment un très chouette programme de télévision avec elle. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien collaborer avec elle. Alors on arrive au terme de cette soirée. J'aimerais vous remercier tous d'être venus. Merci aussi aux éditions Albin Michel, à Francis Esménard, Anne-Michel, Florence Godfrey, Sylvie Dior aussi. Merci à toute l'équipe de Stephen King, Chris Lopes, son agent, Marsha Di Filippo, son assistante, et Mehdi qui le garde et qui fait très peur. Merci au Grand Rex aussi d'avoir permis cette rencontre. Et avant de vous quitter, Steven, avant de vous faire évidemment une ovation pour tout le bonheur que vous nous avez donné ce soir, j'aimerais qu'on entende, j'aimerais qu'on finisse sur votre voix en fait, j'aimerais qu'on entende de votre voix 2 pages, les 2 premières pages de texte de Dr. Sleep, votre dernier roman que vous allez nous lire en anglais. On the second day of December, in a year when the Georgia peanut farmer was doing business in the White House, one of Colorado's great resort hotels burned to the ground. The Overlook was declared a total loss. After an investigation, the fire marshal of Jicarilla County ruled the cause had been a defective boiler. The hotel was closed for the winter when the accident occurred, and only 4 people were present. 3 survived. The hotel's off-season caretaker, John Torrance, was killed during an unsuccessful and heroic effort to dump the boiler's steam pressure, which had mounted to disastrously high levels due to an inoperable relief valve. 2 of the survivors were the caretaker's wife and young son. The 3rd was the Overlook chef, Richard Howard, who had left his seasonal job in Florida and come to check on the Torrances because of what he called a powerful punch that the family was in trouble. Both surviving adults were quite badly injured in the explosion. Only the child was unhurt, physically at least. Thank you. You've been a wonderful audience.